Ouest Indien, Atlantique, Señorita, Cacique, Cacique. Hey, hey, 3 pics sous les tropiques, Codex pour les mystiques, Bonhomme Pack, un classique, Popol Vuh, canonique, Timanique, volcanique, Caracol, colombrique, créole antique, depuis authentique, Altéo, Cali, la caille, bon Dieu, yeah. Man ka craché sans aïe, éclair, ka ouclé, contre dragon, en fa la terre, Calague, flamme, niage, la fumée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très étrange dans cette façon de transmettre les informations. On a l'impression qu'on est là pour gaver des oies et non pas, je dirais, former des consciences conscientes d'elles-mêmes. Et c'est là où il y a un problème relativement important. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de raconter, il faut arrêter de mentir. Il faut voir la réalité en face. Le mensonge est devenu vérité pour certaines C'est-à-dire personnes. qu'on a érigé le monde. On a tellement menti que le mensonge, on l'a érigé en institution. Sauf que les fondements sont abracadabrantes. Vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Tout fonctionne sur la base de grand n'importe quoi. Moi, je trouve quand même relativement aberrant, je trouve même ubuesque. Il y a des congrès qui se déroulent donc dans la partie Caraïbes et Amérique sur le peuplement de ces régions. Il y a des fouilles archéologiques qui sont faites. Il y a des datations qui sont faites. Il y a toute une série de choses qui sont faites. Il n'y a aucune information en Guadeloupe sur ces choses-là. Si vous n'avez pas la presse spécialisée, si vous n'achetez pas les études, donc les rapports de fouilles, les rapports de datation, que vous achetez directement dans les universités ou au niveau de la revue Nature, voyez, si vous n'êtes pas abonné à Scientific American, qui est l'équivalent du Science et Vie que nous connaissons, hein, pour la science, qui est une émanation d'une revue donc américaine traduite en français, vous n'êtes pas au courant qu'on fait des fouilles dans la Caraïbe et qu'on découvre des ossements. C'est au-delà du réel. On a construit des pyramides à 200 000 km d'ici, et on vous parle d'une histoire d'esclavage, mais ce qu'on a apporté ici, personne ne l'aborde. Alors c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut mettre le pied dans le plat, puisque ça correspond justement à tout ce que nous voulons pas voir, d'autant plus que la France est impliquée. Il faut le savoir, la France elle est impliquée. Et je vais vous montrer, je vais vous montrer comment la France est impliquée directement au niveau de la recherche dans le bassin sud-américain. Alors c'est intéressant de commencer par le premier document que j'ai amené. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on raconte aux enfants. Le peuplement du monde, comment les choses ont commencé, et regardez comment il parle du peuplement de nos régions. Et vous allez comparer avec le document qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Et les Amériques ? Personne ? Disons qu'il faudra attendre un peu que le climat se refroidisse et que les mers gèlent afin que des populations venues de Sibérie puissent traverser les pieds au sec ce qu'on appelle le détroit de Bering. Cela s'est passé voici à peu près 18 000 ans. En un millier d'années, toute l'Amérique sera peuplée de l'Alaska à la Terre de Feu. Voilà. Après ce dernier voyage, on peut dire que l'homme est partout. Très simple finalement le peuplement de la Voilà, alors il y a des choses déjà qui ne sont pas dites dans toute cette affaire-là. Bon, au niveau de la datation, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'on sait que l'homme moderne comme vous et moi remonte aujourd'hui à pratiquement 300 000 voire 350 000 ans. Donc les dates sont beaucoup plus anciennes. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on nous montre des Chinois, qu'on nous montre des Européens, alors que ce sont je dirais, la différenciation, elle est relativement récente. C'est-à-dire, si vous prenez le peuplement de l'Europe comme le peuplement de la Chine, je peux vous montrer qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore peut-être 5-6 siècles, c'était des Noirs qui étaient dans toutes ces régions. Il suffit d'aller, vous savez, vous allez dans les musées, quand vous allez à Bangkok, allez dans les musées. Mais c'est ça que je dis vraiment aux gens, mais allez dans les musées. Dans les musées, vous allez voir les ancêtres de ces gens. Il y a les preuves. Mais voilà, il suffit d'aller dans les musées, vous allez voir les ancêtres, même en Chine. Allez dans les musées en Chine, vous allez voir quelle est la couleur des divinités, quelle est la couleur des ancêtres de ces gens. Allez aussi au Japon. Au Japon, c'est pareil, tout le monde sait que c'est un peuple noir qui s'appelait Ainu qui a fondé le Japon. Et il y a quand même des iconographies, il y a des fouilles, il y a des divinités. Tout ça, c'est dans les musées. Il suffit d'aller voir les musées, vous allez voir tout ça est dans les musées. La chose, c'est qu'on continue de raconter des contre-vérités. Prenons le temps de regarder le deuxième document, vous allez voir quelque chose qui est extraordinaire. Le deuxième document, ça se passe au Brésil. On y va.
Quelque part dans l'état du Piauí, au fin fond du nord-est brésilien, Niette Guidon, ancien professeur de l'école des hautes études en sciences sociales, archéologue franco-brésilienne de renommée internationale, découvre dans les années 70 ce qui deviendra l'un des plus grands parcs de peinture rupestre au monde. L'histoire débute ici, dans cet abri sous roche, avec la découverte de ces étranges peintures de style inconnu. C'était la première fois que je voyais ça. Et donc, il fallait savoir quand est-ce que ces peintures avaient été faites et qui les avait faites. Et en cherchant à savoir qui étaient les auteurs de ces œuvres, Niette Guidon était loin de se douter qu'elle allait révolutionner l'histoire du premier peuplement de l'Amérique et découvrir que certaines d'entre elles sont peut-être les plus anciennes de l'humanité. C'est près de la ville de São Raimundo Nonato, à plus de 1000 km de Recife, dans un parc de 130 000 hectares, que se situent ces peintures mystérieuses. Missionnée par la France, Niette Guidon arrive en 1978 sur le site de la Pedra Furada, la roche percée. Sur la paroi de grès s'étirent devant elle de curieuses bandes dessinées. C'était il y a 30 ans, et à cette époque, elle était loin de se douter que cette découverte serait le début d'une formidable aventure qui allait révolutionner le monde de l'archéologie. Âgée aujourd'hui de 75 ans, Niette Guidon ne se lasse pas de nous raconter la folle histoire de la Pedra Furada. Donc des chercheurs qui ont bien été missionnés par la France pour effectuer ces fouilles. Voilà, depuis 1978. Alors, là, il y a quelque chose de très étrange. Alors, pourquoi il y a quelque chose d'étrange là-dessus? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on vous dit que les hommes sont passés par le détroit de Bering et ont peuplé l'Amérique aux alentours de 18 000. Pedra Furada, nous sommes à moins 40 000 selon la datation de la France. Donc, c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Mais les Australiens ont utilisé une méthode beaucoup plus sophistiquée, le potassium-argon, et la date qui a été trouvée est celle de 60 000. Donc ce qui fait que 40 000 ans avant les Indiens, la population noire n'était pas au bord des côtes, parce que les gens plaisantent beaucoup avec les faits. Vous avez vu que nous sommes à l'intérieur des terres du Brésil. D'accord? Donc ça, c'est très important de le souligner. Mais savez-vous que les Indiens, les Amérindiens, disent clairement que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient conscients qu'il y avait déjà des gens là. Hein. C'est-à-dire que vous avez des documents où les Amérindiens le disent clairement. Vous avez des façades, mais des centaines de façades peintes. Et ça ne représente pas leur culture. Ça représente même... Il y a des animaux qui n'existaient même plus à leur arrivée. Donc tout ça, il y a quand même des chercheurs au Mexique. Vous voyez, il y a quand même des chercheurs au Brésil. Mais quel est le problème? Parce que je vais répondre à la question de la dame de tout à l'heure. Vous savez que lorsque j'ai fait le FESMAD, puisqu'il y a eu une commission scientifique qui a été organisée durant le FESMAD, donc des chercheurs internationaux sont venus et justement, donc on m'a demandé d'être présent et donc j'ai fait partie de cette commission scientifique. Pour bloquer les velléités des Noirs brésiliens sur ces questions, est-ce que vous avez vu que le musée où il y avait les preuves archéologiques, c'est-à-dire tous les... Mais ce qui est grave, c'est qu'ils avaient demandé aux chefs amérindiens de ramener les pièces les plus rares au musée. Exactement. D'accord. Ils ont brûlé le musée avec les pièces des Amérindiens et ils ont brûlé le musée avec les pièces les plus anciennes. Tout est parti en fumée. C'est dingue. Vous voyez, et ça se fait pas. Hein, ça, c'est vraiment une problématique qui est quand même relativement sérieuse à ce niveau-là. Et comme les Amérindiens, ils installent une tente et il va dormir la nuit, voilà. Alors,
la chose qu'on essaye de nous faire gaver aujourd'hui, c'est qu'un Amérindien qui est sorti du Canada aux États-Unis sous un tipi va faire de la pierre taillée, construire une pyramide et l'orienter selon les 4 points cardinaux, sans nous dire quelle est l'université d'architecture et de construction massive que cet individu a fait. Mais il n'y a aucun Amérindien qui va vous dire que c'est lui qui a fait ça. Parce que le gars n'est pas fou. Il faut savoir que nous discutons quand même avec des gens. Donc, tout le monde dit qu'il y a une population noire qu'on appelle les Olmecs, qui est directement venue avec cette technologie, qui sont venus avec un savoir technologique, qui ont essaimé, voyez-vous. Et je vais vous dire une chose, c'est pas le seul endroit où ils ont essaimé, c'est le seul endroit dont on parle, parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir qui sont au-delà du réel, voyez. Mais toujours est-il qu'ils ont essaimé là, et ils ont commencé tout simplement à bâtir des éléments, y compris de culture, que Yvan Fertima a montré que la cérémonie, par exemple, du défunt, de l'ouverture de la bouche en Égypte, est la même cérémonie représentée sur les murs des pyramides en Amérique du Sud. Et il a montré plein d'éléments comme ça. Donc c'est pour ça que, je dirais, sur le principe, c'est important de voir ça. J'ai ici le crâne de Lucie, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux squelette humain jamais retrouvé en Amérique. À l'époque de sa mort, il y a 13 000 ans, elle avait entre 20 et 25 ans. Lucie a été exhumée dans le centre du Brésil en 1975. La morphologie de son crâne a intrigué les chercheurs. Les Amérindiens d'aujourd'hui ont des pommettes hautes et larges, comme les habitants de Sibérie et d'Asie orientale. Mais pas Lucie. L'une des principales différences se situe au niveau des pommettes. Sur ce crâne, elles sont très hautes et aplaties. Celles de Lucie sont plus basses et moins plates que celles de ce spécimen asiatique. La reconstruction faciale a confirmé les doutes des scientifiques. Lucie n'avait pas de traits asiatiques. Ça me fait un peu penser à la découverte de l'ancêtre des Anglais. Voilà. On est sur le même schéma. C'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que à partir du crâne, ils ont pu reconstituer ce premier Anglais noir. Vous voyez ? Et la chose, c'est qu'à partir du crâne, donc de ce, vous dites c'est vraiment le plus ancien crâne, on peut reconstituer et avoir même les éléments de l'ADN. Moi, je me suis procuré l'étude. Et il y a des choses qui sont choquantes. C'est plus d'une centaine de crânes et de squelettes intacts qui ont été trouvés. Sur une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est un peu comme si ils avaient créé une ville qui était de la taille de New York, à l'intérieur du Brésil. Et on a fait les prélèvements d'ADN sans être allé acheter les éléments de fouilles. Mais quand vous allez chercher les fouilles archéologiques, vous découvrez qu'en fait, on vous a caché beaucoup d'informations. Une omerta sur l'histoire. Beaucoup d'informations. Donc, c'est là où on voit véritablement qu'il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, ce qui se pose, c'est le peuplement de nos régions. Vous savez, le professeur Jean Mazel, qui a écrit un ouvrage qui est Présence du monde noir, puisqu'on parle toujours d'Yvan van Sertima pour Ils étaient là avant Colomb, mais il y a ce professeur Jean Mazel qui est un Français, qui a écrit Présence du monde noir, dans lequel il donne beaucoup d'éléments sur le peuplement donc de l'Amérique et aussi de la Caraïbe. Et lui-même est venu avec une batterie de documents voir Aimé Césaire, et il a laissé à Aimé Césaire ces documents. Que sont devenus ces documents-là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il expliquait, entre autres, à Aimé Césaire que Bakary II, souverain donc du Mali, quand il est venu donc en 1312, donc il est arrivé avec sa flotte. Et c'est évident que ces gens-là ne sont pas venus qu'une seule fois. Lorsque Christophe Colomb est arrivé donc en Haïti à Hispaniola, les Amérindiens lui ont dit bon, on a l'habitude de voir des. C'est-à-dire on vous fait croire que ces gens-là ont vu les seuls bateaux qu'ils ont vus, c'est ceux de Christophe Colomb.
Et donc, Christophe Colomb a pris de l'or. Il a dit, ben, c'est quoi ça? Ça s'appelle ganin. Et le ganin en question, c'est le nom de l'or sur les côtes. Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de preuves scientifiques, archéologiques et autres, sans compter le testament des experts amérindiens qui sont des professeurs d'université, qui sont aussi des directeurs de musées, qui vous disent, mais non, les têtes Olmec, c'est pas nous. Et les Mayas Incas, ce sont les enfants de ces gens qui ont récupéré ces savoirs et qui ont finalement donné naissance à ces civilisations que le Portugal a détruit après quand ils sont venus organiser la colonisation. Mais il ne faut pas essayer de raconter des trucs comme si la communauté noire aujourd'hui n'a pas d'éléments d'expertise et n'est pas capable de voir quand il y a de la fourberie dans un récit historiographique. Il faut être quand même un petit peu sérieux. C'est vrai que les peuples européens reconnaissent la C'est-à-dire que falsification de l'histoire. la chose, c'est que qui reconnaissent ou qui ne reconnaissent pas mon problème. La chose, c'est que quand on est dans un débat, comme j'ai demandé à l'UNESCO, qu'il y ait un débat scientifique sur la question et que tous ceux qui veulent venir parler, parlent. Parce qu'on sait que quand tu n'as pas d'argument, tu n'as pas d'argument. On va faire quoi? On va brûler toutes les preuves comme on a brûlé le crâne de Lucie? Quand même, il faut être quand même un peu sérieux. Il faut se calmer. L'énigme des Mayas est une histoire fascinante et mystérieuse. Les Mayas ont laissé derrière eux des colonies énigmatiques et des structures impressionnantes. Les Mayas appelaient leur patrie Mayac, un nom chargé de sens et de croyances ancestrales. Mayac se traduit par « la terre qui a émergé du sein des profondeurs » ou « le pays de la pousse ». Ce nom évocateur révèle le lien profond des Mayas avec leur terre et leur croyance en ses origines primordiales. Il suggère une croyance en une époque où le monde était jeune et où leur terre fut la première à s'élever de l'abîme aquatique. Ce concept de Mayac comme terre des origines anciennes est essentiel pour comprendre la vision du monde maya. Ils se considéraient comme les descendants des dieux qui ont créé le monde, chargés de préserver leurs connaissances et traditions sacrées. Cette croyance en leur ancienne lignée a alimenté leur réalisation culturelle et façonné leurs interactions avec le monde qui les entourait. Les Mayas n'étaient pas les seuls à revendiquer une grande antiquité. De l'autre côté de l'Atlantique, les anciens Égyptiens, architectes de pyramides imposantes et maîtres de l'écriture hiéroglyphique, croyaient également que leur civilisation était d'un âge sans pareil. L'historien grec Hérodote, connu pour ses récits détaillés du monde antique, a écrit sur les affirmations des Égyptiens. Il a raconté que les Égyptiens considéraient leurs ancêtres, qui habitaient les terres de l'Ouest, comme les plus anciens des hommes. Ce parallèle frappant entre les revendications mayas et égyptiennes soulève des questions intrigantes sur la possibilité d'origine commune ou de contacts anciens. Ces deux civilisations, séparées par de vastes océans, auraient-elles pu hériter leurs croyances d'une source commune? Bien que l'idée puisse paraître audacieuse, les similitudes dans leur cosmologie, leurs styles architecturaux et leurs revendications d'antiquité méritent d'être approfondies. Une perspective géologique nous permet de comprendre comment les anciens Mayas ont choisi les emplacements de leurs colonies. Les formations rocheuses et les ressources naturelles ont joué un rôle crucial dans leur établissement. Les Mayas ont exploité les ressources locales, comme le calcaire pour la construction et les sources d'eau souterraines pour l'agriculture. Ces éléments géologiques ont façonné leur civilisation de manière significative. En explorant les ruines, on peut voir comment les Mayas ont intégré leur architecture dans le paysage naturel, utilisant les grottes et les cénotes pour des rituels et des réserves d'eau. Cette symbiose avec la géologie locale est un témoignage de leur ingéniosité et de leur adaptation à l'environnement. Ainsi, nous le rencontrons au Japon, dans les îles du Pacifique, dans l'Hindustan, en Asie mineure, en Égypte, en Grèce, en Afrique équatoriale, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans les pays que nous connaissons sous le nom d'Amérique centrale, qui constituaient à cette époque l'Empire Maya. Le siège du gouvernement et la résidence des dirigeants étaient la péninsule du Yucatan. Partout où il se trouve, le nom Maya est synonyme de pouvoir, de sagesse et d'érudition. L'existence du continent occidental n'était pas plus un mystère pour les habitants des pays bordant la Méditerranée
que pour ceux dont les rivages sont baignés par les vagues de l'océan Indien. Il est bon de remarquer que, comme tous les auteurs mayas qui ont décrit les terribles cataclysmes qui ont causé la submersion du pays de Mu, Proclus mentionne l'existence de 10 pays ou îles, comme le fait Platon. Est-ce une simple coïncidence ou bien est-ce une véritable connaissance géographique de la part de ces écrivains? On s'interroge souvent sur les causes qui ont amené l'interruption des communications entre les habitants du continent occidental et ceux des côtes de la Méditerranée, après qu'elles eurent été renouvelées par les Carthaginois. Il est évident que la boue dont parlent les prêtres égyptiens s'était déposée au cours des siècles, et que les algues dont parle Hamilco avaient cessé d'être une barrière suffisante pour gêner le passage, puisque les Carthaginois avaient atteint les côtes du Yucatan au moins 500 ans avant l'ère chrétienne. 7e partie, les Mayas, architectes d'un patrimoine mondial. Les récits historiques traditionnels ont souvent négligé le rôle des civilisations américaines dans la formation du monde antique. L'accent a principalement été mis sur l'essor et la chute des empires en Europe, en Asie et en Afrique, tandis que les Amériques étaient souvent reléguées à la périphérie. Cependant, un nombre croissant de preuves suggère que cette vision eurocentrique de l'histoire est incomplète. Les Mayas, avec leurs connaissances avancées, leur capacité de navigation et leurs vastes réseaux commerciaux, ont peut-être joué un rôle plus important dans la formation de l'histoire antique mondiale qu'on ne le pensait auparavant. Leurs interactions potentielles avec d'autres civilisations pourraient avoir facilité l'échange d'idées, de technologies et de pratiques culturelles, laissant une marque indélébile sur le monde antique. Réévaluer la place des Mayas dans l'histoire mondiale pourrait révéler une compréhension plus interconnectée et nuancée de notre passé commun. Un nom résonnant à travers le temps. Les anciens Mayas ont laissé derrière eux des mystères et des légendes qui continuent de fasciner les chercheurs et les historiens. Parmi ces mystères, certains noms se distinguent et résonnent encore aujourd'hui. Les Mayas ont gravé leurs histoires et leurs héros dans la pierre, créant ainsi un lien indélébile avec leur passé. Ces noms, bien que parfois oubliés, continuent de résonner à travers les âges, nous rappelant la grandeur de leur civilisation. 9e partie, marins anciens et rivages lointains, contacts transocéaniques dans l'Antiquité. L'idée que des civilisations anciennes interagissaient à travers de vastes océans, autrefois rejetée comme une simple spéculation, est de plus en plus acceptée par les chercheurs. Des preuves suggèrent que les peuples anciens étaient des navigateurs bien plus compétents qu'on ne le pensait auparavant, naviguant en haute mer et établissant des contacts avec des terres lointaines. L'épopée indienne antique, le Ramayana, composé par le sage Valmiki, fournit des indices intrigants sur d'éventuels contacts transocéaniques dans l'Antiquité. L'épopée mentionne les Mayas comme des navigateurs habiles et des guerriers féroces qui avaient conquis des parties de la péninsule indo-chinoise. Bien que les interprétations de l'épopée varient, la mention des Mayas dans un pays aussi lointain soulève des questions intrigantes sur la possibilité de contacts anciens entre les Amériques et l'Asie. De plus, à cause des mariages mixtes, la plupart des Sud-Américains ne sont jamais retournés dans leur pays. Et les noms qu'ils avaient portés sont rapidement devenus des noms africains. Au fil du temps, des noms comme Adou, Badou, Amoa, Amina, Kamina, Asamoa, Akwa, Ama, Amani, Asunka, Ata, Apia, Moshe, Owusu, Ewusie, Kwadjo, Kwesi, Kuntu, Asante, Bonse, Ohana, Gana, Kuma, Odum, Sampana, Shaka, War, Wasai, Tumi, Pana, Kapana, Mbaye, Yaba, Yaya, Mama, Bongo, Dongo, Congo, Mala, Katanga et Tamale sont tous devenus des noms africains, bien qu'il s'agisse à l'origine de noms indiens d'Amérique du Sud. Il convient de noter qu'il ne s'agit que d'exemples de noms africains originaires d'Amérique du Sud. Une multitude de mots, d'expressions et de noms dans plusieurs cultures africaines existent également parmi les tribus indiennes d'Amérique du Sud.
Les immigrants africains d'aujourd'hui en Amérique du Nord sont souvent déconcertés par la présence d'immigrants sud-américains portant des noms de famille africains. Le silence entre les continents est un mystère fascinant. Comment les civilisations anciennes, comme les Mayas et les Égyptiens, ont-elles pu rester si isolées malgré leurs avancées impressionnantes? Les Égyptiens avaient des connaissances avancées en astronomie et en ingénierie, mais il n'y a aucune preuve qu'ils aient jamais eu de contact avec les Mayas. C'est comme si un grand silence séparait leur monde. Ce silence entre les continents soulève de nombreuses questions. Était-ce simplement une question de distance géographique ou y avait-il d'autres facteurs en jeu? Les mystères de ces civilisations anciennes continuent de captiver notre imagination. Je croisé, Wapso, pyramide en bas de l'eau, prends saut, coq rasé, blason, ouais. On est l'ennui de coller, pipi devant joue, sans moins comme elle recou, font qu'elle en moins qu'à battre fort, contre la colibri, pliché maïs, contre toi flélis, panitchak, panibri, plita, plitrice, pliché des mains, gabri de café, bœuf, même si, on l'a main qu'à laver l'autre, moun qu'à prendre 6 pour 9, et au Gali, la caille, bon Dieu, lieu, c'est ça même lieu, c'est ça lié, rafale comme Huracan, Indigo. 4 chemins, trigono, ancestral, mulatto loco.